Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, on célèbre le Podcaston, ce rassemblement de plusieurs centaines de podcasts pour faire la promotion de l'engagement associatif via les podcasts. J'ai choisi cette année d'interroger Arthur Melon, le délégué général du COFRAD, cette organisation qui vise à défendre les droits des enfants. Je ne vous en dis pas plus et je laisse Arthur vous partager son engagement qui me touche particulièrement. Bonjour Arthur. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre du Podcaston qui met à l'honneur les associations en France grâce au podcast. Je vous ai rencontré fin novembre dans le cadre de l'organisation d'un colloque que j'ai adoré qui s'appelait « Comment lutter contre l'infantisme ». Et c'est ainsi que j'ai découvert le COFRAD, donc qui veut dire le Conseil français des associations pour les droits des enfants. Votre objectif avec cette organisation est de promouvoir et faire respecter tous les droits reconnus aux mineurs en France, notamment à travers la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette convention ? La Convention internationale, c'est un texte extrêmement important pour toutes les associations qui s'intéressent à l'enfance ou les professionnels qui s'intéressent à l'enfance parce que c'est la référence internationale sur tout ce qui doit être mis en place par les États pour respecter les conditions de vie et le développement des enfants de 0 à 18 ans et quelle que soit leur nationalité. C'est un texte qui a été adopté en 1989, qui aujourd'hui est ratifié par la quasi-totalité des pays membres des Nations Unies, sauf un pays, les États-Unis d'Amérique, qui n'ont pas ratifié cette convention. Mais donc, les pays sont tenus de respecter les engagements liés à ce texte qui prévoit des droits en matière d'éducation, de santé, d'état civil, de protection contre les violences, de droit au repos, de droit à la culture. Donc, lorsqu'il est question pour les acteurs tels que nous de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant qui est consacré par ce texte, c'est vraiment à cette convention qu'on se réfère tout le temps. Et on en est où en France sur le respect de cette convention ? Tout dépend de à qui on se compare et d'où on part et ce qu'on regarde. On a souvent tendance à penser en France que les enfants, ça va, leurs droits sont globalement respectés et c'est vrai qu'on est un pays quand même plutôt privilégié par rapport au reste des continents. Mais c'est mal connaître en fait la variété des situations dans lesquelles en France on a de vrais scandales, que ce soit pour des besoins basiques comme l'accès à l'école par exemple, où on peut avoir des enfants qui aujourd'hui encore n'ont pas accès à une vraie scolarité pour des questions de handicap, pour des questions de nationalité, par exemple je pense aux mineurs non accompagnés. Des enfants qui, par exemple, n'ont pas les programmes scolaires qu'ils devraient avoir et dont ils devraient bénéficier. Là, je pense plus particulièrement à l'éducation à la vie affective et sexuelle, où les lois ne sont vraiment pas respectées au niveau des quotas qui sont prévus normalement. On a aussi d'autres droits, par exemple liés à la santé, où il y a de vraies problématiques en France. En France, par exemple, il y a un manque cruel de pédopsychiatres ou de structures de santé spécialisées sur les mineurs. Si on parle au niveau du milieu scolaire, on a un psychologue de l'éducation nationale pour 3 à 4 000 élèves en moyenne. Des enfants qui, lorsqu'ils ont des maladies graves ou chroniques, peuvent vivre une vraie paupérisation de leur famille qui est obligée de mettre en arrêt leur activité professionnelle ou de faire des dépenses. Et puis, on a aussi de vraies avancées à faire sur, par exemple, les violences. Je pense à l'inceste. Un Français sur 10, selon une enquête, aurait été victime d'inceste en France. Au niveau de l'Union, enfin des pays du Conseil de l'Europe, c'est un enfant sur 5 qui aurait vécu des violences sexuelles. On constate aussi une augmentation de la prostitution des mineurs. On est en France le 4e pays au monde qui héberge le plus de contenu pédopornographique. Voilà, la liste peut être longue sur la variété des sujets plus ou moins connus, plus ou moins tabous,
où il y a une véritable nécessité de mettre plus de moyens parce que la France n'est pas à la hauteur de ses ambitions et des moyens qu'elle pourrait mettre en place pour respecter les droits des enfants. Et vous, avec le COFRAD, comment est-ce que vous faites avec l'étendue de ces sujets à traiter ? C'est une vraie question de savoir sur quoi se concentrer, parce qu'effectivement, on peut facilement se perdre dans une infinité de sujets. Et au COFRAD, on a la volonté de ne pas trop traiter l'enfant par silo, mais d'essayer véritablement de profiter de la force de notre collectif pour considérer l'enfant comme un être global et comme une totalité. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de campagnes spécifiques ou thématiques, on essaye aussi de porter des sujets qui soient transversaux. Je vous donne un exemple. Depuis 2-3 ans maintenant, on travaille sur le droit au sommeil, ce qui peut paraître assez anecdotique de prime abord. Et en réalité, il nous a semblé que c'était parfaitement dans les missions du COFRAD parce que on s'aperçoit que le sommeil est à la base de tous les autres droits parce que quand on a des carences de sommeil, on ne peut pas apprendre convenablement, gérer ses émotions convenablement, avoir des relations sociales, une santé correcte, etc. Et inversement, la violation des droits peut entraîner des insomnies, que ce soit les violences, que ce soit du harcèlement. Et donc ce sujet transversal, pour nous, concerne l'intégralité de nos associations. Et en même temps, c'est un sujet qui n'est pas vraiment mis en avant, qui est assez ignoré. Donc on s'est dit que là, le COFRAD, malgré ses moyens très modestes, avait la possibilité de donner une valeur ajoutée sur ce sujet. Donc on choisit nos campagnes sur le plan vraiment de comment est-ce qu'on peut apporter un regard intéressant sur l'enfance, un regard nouveau sur l'enfance. Et on est aussi sollicité par nos associations adhérentes qui viennent nous proposer de porter avec eux des sujets et de les mettre en lien avec nos autres adhérents. Vous l'avez dit, vous fonctionnez en collectif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous regroupons une 50aine de structures, des associations, des syndicats, des fondations, et que nous leur proposons des groupes de travail thématiques au sein desquels on porte des projets en commun. On essaye aussi de les tenir informés des actualités de chacun, de les mettre en réseau parce qu'il y a beaucoup d'actions qui pourraient être faites en synergie, qui auraient beaucoup plus d'impact si elles étaient faites en synergie. Et puis on fait également le lien entre les institutions nationales ou internationales, telles que l'ONU par exemple, et nos associations adhérentes pour faire le relais de leurs revendications ou des besoins de consultation. Et donc vous travaillez, vous l'avez dit, sur le droit des enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour mieux faire connaître les droits que les enfants ont auprès d'eux, mais aussi auprès des adultes ? Il faudrait déjà une volonté de le faire. Aujourd'hui, tous les enfants entendent parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les enfants connaissent les grandes dates clés de la construction de la République française. Mais quels enfants et quels adultes connaissent le 20 novembre 1989, journée mondiale dédiée à l'enfance, qui connaît la Convention internationale des droits de l'enfant ? Très très peu de monde, et je pense que c'est tout simplement parce que ce n'est pas une priorité. Et on peut avoir souvent des réactions d'adultes qui nous disent « avant de faire respecter les droits des enfants, il faudrait d'abord leur rappeler qu'ils ont des devoirs ». Donc il y a un certain mépris des adultes et des institutions vis-à-vis de ce texte et une vraie méconnaissance. Donc je pense qu'il ne tient qu'aux adultes et notamment à l'éducation nationale de faire connaître ce texte, mais également à tous les professionnels qui sont en contact avec les enfants. Je pense par exemple aux professionnels qui sont dans l'animation, dans la culture, les loisirs. C'est aussi des domaines très privilégiés pour, à travers des activités ludiques ou culturelles, faire connaître cette convention et faire s'exprimer les enfants sur leurs droits. C'est certain. Et j'ai vu notamment que vous organisiez des débats d'ados sur des sujets de société. Je trouve que c'est aussi un moyen de s'emparer des droits qu'ils ont à être écoutés et à être consultés. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, nous avons dans différentes régions de France, d'Hexagone et d'Outre-mer, des groupes d'adolescents d'environ 12 à 18 ans
qui, au sein de leur école ou de leur centre de loisirs ou du conseil communal des jeunes, vont faire au moins 3 séances animées par des adultes encadrants sur une thématique qu'ils auront choisie, qui sera la même pendant toute l'année. Pour vous donner un exemple, on a travaillé sur le droit au bien-être dans le cadre du changement climatique. L'année dernière, les enfants avaient choisi l'égalité filles-garçons et cette année, ils ont choisi l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, chaque petit groupe, 3 fois, fait des débats entre eux. Ensuite, il y a un regroupement régional à peu près au printemps où tous les groupes par région se retrouvent dans un grand amphithéâtre en présence d'experts sur le sujet pour mettre en commun l'ensemble de leurs réflexions. Et puis, chacun de ces groupes envoie une délégation de représentants en novembre aux États généraux des droits de l'enfant. Et les États généraux des droits de l'enfant, souvent, ça se passe à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et là, l'objectif, c'est au-delà de faire des réflexions, c'est de formuler des propositions, formuler des recommandations et d'inviter à cette occasion des responsables politiques ou des responsables administratifs qui sont là pour écouter ce que les jeunes ont à dire. Et on inverse un peu les choses puisque d'habitude ce sont les adultes en estrade et les enfants dans le public. Et lors des États généraux, au contraire, on met les enfants sur l'estrade et ce sont les responsables politiques dans le public qui écoutent ce qu'ils ont à proposer. Et de votre expérience, est-ce que ces propositions qui sont faites par les jeunes sont véritablement écoutées ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces consultations politiques auprès des jeunes ne soient pas anecdotiques ? C'est toute la difficulté de l'exercice. C'est d'une part comment effectivement mettre en place des mécanismes de concertation des enfants, mais comment faire en sorte que ce ne soit pas de la figuration ou de la cosmétique. Et ça, je pense que c'est dommageable parce que c'est déjà pas respecter les enfants de faire semblant et ça peut éventuellement les dissuader de recommencer s'ils se rendent compte que ce sont plus des prétextes que de véritables personnes qu'on souhaite écouter. Donc, selon moi, il faut déjà se dire que on ne peut pas faire nos institutions classiques entre adultes en se disant on va rajouter une petite parenthèse d'enfants, comme on peut le voir par exemple dans des colloques où voilà, on a notre colloque d'adultes et puis on a prévu 5 minutes à la fin pour les enfants. Pour moi, ça ne marche pas parce que on fonctionne comme des adultes et les enfants, les adolescents peuvent fonctionner différemment et c'est un peu artificiel de leur demander de se fondre dans un moule, dans un cadre qui n'est pas le cadre naturel dans lequel eux auraient envie de s'exprimer. Donc je pense qu'il faut d'abord repenser les instruments de concertation et les penser avec les enfants. Donc comment est-ce que les enfants, eux, veulent débattre ? Comment, à quel moment ? Est-ce qu'ils veulent faire des colloques ? Est-ce qu'ils veulent faire des théâtres-forums ? C'est quoi leur façon de s'exprimer ? C'est quoi leur façon de débattre ? Et puis ensuite, il faut aussi se dire que si on consulte les enfants, c'est pas pour attendre à ce qu'ils disent la même chose que ce que nous disons déjà. Et il faut accepter qu'ils aient une parole discordante, il faut accepter qu'ils aient des points de vue qui ne soient pas les nôtres, parce que sinon, on les instrumentalise si on veut juste qu'ils disent la même chose que ce qu'on pense déjà. Est-ce que vous avez des exemples de pays dans lesquels ces consultations politiques des enfants et des jeunes vous semblent bien réalisées ? Il y a souvent des pays qui sont cités sur la démocratie participative inclusive par rapport aux enfants. Je pense notamment à des municipalités en Suisse où, par exemple, par rapport à l'urbanisme, on va vraiment interroger les enfants sur leur usage de l'espace public, sur leurs attentes, sur ce qui les met en danger ou ce qui les angoisse. Et dans certaines municipalités, les urbanistes mettent en œuvre vraiment les recommandations des enfants. Ça peut aussi se faire plus sur le plan éducatif, des pays qui vont laisser une beaucoup plus grande liberté aux enfants sur le choix des thématiques sur lesquelles ils souhaitent apprendre, des projets dans lesquels ils souhaitent s'engager. Donc je ne pense pas qu'on puisse avoir un pays qui soit particulièrement irréprochable vis-à-vis des enfants, mais je pense que en fait, chaque pays a ses points forts en termes de politique publique et que ça transparaît à travers la manière dont ils prennent en compte la parole des enfants. Bien sûr.
Et j'ai vu que récemment, beaucoup d'associations avaient interpellé le Premier ministre français pour la création d'un ministère de l'enfance. Pensez-vous aujourd'hui que les actions politiques sont à la hauteur des besoins des enfants en France? Et pensez-vous qu'un ministère de l'enfance serait utile? Un ministère de l'enfance, c'est toujours bon à prendre, on ne va pas refuser. Là où il faut être très vigilant, c'est là encore que ce ne soit pas de la cosmétique et que ce ne soit pas un faire-valoir. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel sujet que va vous présenter un expert ou un militant associatif et vous lui demandez de quoi on a besoin pour avoir des améliorations substantielles pour aider les enfants. Et on va vous dire, il faut de la prévention, de la formation, plus de personnel, plus de moyens, plus de structures, d'infrastructures. Et en fait, on s'aperçoit que, comme tous les autres sujets, c'est à la fin des fins une question budgétaire, une question financière. Quels moyens on met sur la table pour atteindre les objectifs qu'on a prétendu se donner? Et donc, moi, j'ai depuis longtemps la réflexion que nous, associations, plutôt que de faire du lobbying auprès des ministres qui sont chargés de l'enfance, je pense qu'il faudrait qu'on commence à faire du lobbying auprès de Bercy, parce que c'est les cordons de la bourse aujourd'hui qu'il faut délier, et les plans des secrétaires d'État ou ministres successifs sont toujours des plans qui ont du sens, qui ont plus ou moins d'ambition, mais sans moyens financiers, ça reste du papier. Ouais. C'est certain. Alors, je le disais en introduction, on s'est rencontrés dans le cadre du colloque que vous avez organisé sur l'infantisme, avec notamment la participation de Leïla Benoît, que j'ai interviewée dans ce podcast. Pourquoi c'est important pour vous de faire connaître ce terme d'infantisme ? Ce terme, il est pour nous très utile dans la manière de repenser le militantisme pour les droits de l'enfant avec une nouvelle génération de militants. Et je m'inspire beaucoup dans mon travail des avancées et des compétences en communication et en militantisme des autres courants de défense des droits, comme par exemple les luttes féministes, les luttes pour la défense de l'environnement ou les luttes antiracistes, qui à mon avis ont une génération d'avance sur le militantisme pour les droits de l'enfant. Notamment parce qu'ils ont compris deux choses et ils ont réussi à faire comprendre deux choses. D'une part, c'est l'aspect systémique de la violation des droits, que au-delà des faits divers, au-delà des différentes manifestations des problématiques, en fait, c'est un ensemble cohérent qui produit ces différentes manifestations et que on fait partie de ce système et qu'on a tous une part de responsabilité. Cette approche systémique, aujourd'hui, elle est encore faible, je trouve, dans le domaine militant des droits de l'enfant. Et puis l'autre chose importante qu'on a appris de ces autres courants, c'est l'importance de l'intersectionnalité et de montrer qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont prises dans des systèmes de domination ou de violence qui se superposent, et que la défense des droits, elle est nécessairement une défense des droits au niveau de la personne dans sa globalité. Et aujourd'hui, dans l'enfance, on est encore un petit peu dans notre univers en ayant du mal à aller s'intéresser aux autres luttes, et pourtant on a beaucoup de choses à apprendre d'elles. Et la notion d'infantisme, pour moi, elle répond à ces deux besoins, c'est-à-dire montrer l'aspect systémique de la violation des droits de l'enfant, et c'est un pont pour aller vers de l'intersectionnalité, puisque quand on est une jeune adolescente, donc fille noire, handicapée, lesbienne, eh ben, ça fait beaucoup de sujets, et que si nous, on ne prend que l'aspect c'est une mineure, donc elle a droit en tant que mineure, c'est déjà bien, mais on a beaucoup d'autres angles d'analyse pour aider ces personnes. Donc je pense qu'on peut vraiment donner un nouveau souffle avec cette notion d'infantisme qui ne vient pas remplacer les précédentes manières de militer ou les précédentes analyses, mais je pense que c'est une manière de redynamiser, repenser un petit peu notre manière de travailler, et aussi de mobiliser plus facilement peut-être les nouvelles générations
D'une part parce que c'est beaucoup plus facile de s'approprier ce terme que de connaître les 54 articles de la Convention internationale. Et d'autre part parce que ce qui est un petit peu dérangeant quand on commence à travailler sur l'infantisme, c'est qu'on se rend compte qu'on est tous et toutes infantistes, nous aussi. Et ça permet aussi de faire ce travail d'humilité et de remise en question de voilà, comment est-ce qu'à chaque fois je perfectionne ma manière de travailler, non pas seulement pour, mais avec les enfants. Bien sûr. Et est-ce que vous pourriez redéfinir le terme d'infantisme pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas ? L'infantisme, c'est la discrimination que subissent les jeunes vis-à-vis des adultes. On entend souvent parler plus de la notion d'agisme, où on va discriminer une personne par rapport à son âge. Par exemple, il y a quelques temps, on parlait beaucoup des boomers, par exemple. C'est une forme d'agisme, finalement. Et donc, l'infantisme, de ce point de vue-là, c'est un cas particulier de l'agisme qui porte là plus spécifiquement sur les enfants et ou les jeunes majeurs. Et puis il y a d'autres termes qui gravitent autour de cette notion. Il y a la notion d'adultisme qui désigne le système de domination des adultes sur les enfants. On peut parler aussi, en dehors de l'infantisme, de misopédie, comme on parlerait de misogynie, donc le mépris qu'on peut avoir vis-à-vis des enfants. Donc voilà, l'infantisme, c'est tout ce qui va faire que puisque je suis face à un enfant, je vais décrédibiliser sa parole, je ne vais pas la prendre en compte, je vais considérer que je sais mieux que cette personne, je ne vais pas lui donner sa place, et tout ça juste sur un critère d'âge. Et pour en revenir sur ce que vous avez dit sur le militantisme, il me semble que c'est avec Leïla Benoît qu'on en avait parlé, c'est que toute la difficulté du combat pour le droit des enfants, contrairement par exemple au combat mené sur le racisme, le féminisme, etc., c'est que c'est difficile en fait pour les enfants de porter ce message-là et que souvent du coup ce sont les adultes qui le portent. Est-ce que vous croyez que les enfants pourront véritablement être les figures de cette lutte? C'est une question très délicate parce que effectivement aujourd'hui il y a de très très grands progrès à faire sur l'empouvoirment des enfants, sur la capacité qu'on leur donne à connaître leurs droits et à se mobiliser pour leurs droits. Et ce qui est souvent fait comme remarque, et je pense que c'est une remarque importante à prendre en compte, c'est il ne faut pas non plus que les échecs des adultes pèsent sur les épaules des enfants. Et il ne faut pas que, sous prétexte de leur donner la possibilité de se mobiliser pour leurs droits, qu'on les instrumentalise. Et c'est un équilibre très délicat à trouver de prendre notre part de responsabilité tout en leur reconnaissant une possibilité d'action autonome. Et c'est une question éthique qui, je pense, à chaque fois à remettre sur le tapis pour chacune des actions que nous conduisions, selon l'âge des enfants, selon le contexte. Mais aujourd'hui, c'est sûr que on est face au paradoxe que les droits des enfants, ça concerne une immense majorité de personnes. Et en France, il y a 15 millions d'enfants. Et que pourtant, on ne les voit pas ou on ne les intègre pas dans nos travails militants. Et c'est pour ça qu'on a voulu, nous, essayer d'inverser la vapeur en visibilisant leur présence et en visibilisant leurs propositions avec cette manifestation qu'on organise le 27 avril. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Avec plaisir. Effectivement, on s'est dit que à l'instar de ce qui se passe pour tous les grands mouvements militants, la marche pour le climat, la marche des fiertés, la marche du 1er mai, la marche du 8 mars, il n'y a pas de marche pour les droits des enfants. Et que souvent, les adultes font leurs petits colloques entre eux et on touche toujours les mêmes et on a un plafond de verre, on n'arrive pas à vraiment visibiliser ce sujet dans l'espace public. Donc, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas notre marche également. Et le 27 avril à Paris, on organise la première édition de la marche pour l'enfance et la jeunesse. Et le but, c'est que les enfants prennent la Bastille et qu'ils puissent symboliquement et pacifiquement se reposer en tant que citoyens et membres à part entière de la République.
Et on invite à cet événement non seulement les enfants, les jeunes, mais aussi les familles, les professionnels, les associations qui veulent affirmer leur soutien et leur intérêt pour cette cause des droits de l'enfant. Génial, et ben on y sera. Et j'aimerais aussi que vous reparliez du colloque que vous aviez organisé sur l'infantisme, notamment sur ce juste équilibre pour visibiliser les jeunes à travers la défense de leurs droits. Moi, ce qui m'avait marqué dans l'organisation, c'est qu'en effet, les jeunes participaient au même titre que les adultes et que les spécialistes et les experts de ce sujet, et que en effet c'était pas du tout de la cosmétique, qu'ils étaient pleinement intégrés au débat. Est-ce que vous pourriez revenir sur cet événement ? On a eu effectivement une grande réflexion sur la manière de construire cet événement. À partir du moment où on a eu l'envie de travailler sur la notion d'infantisme, on s'est dit qu'il fallait d'abord bien en explorer les contours. Et on avait 2 enjeux par rapport à cet événement. Le premier, c'était de ne pas faire un événement sur l'infantisme entre adultes, parce que ça serait comme faire un événement sur le sexisme entre hommes, ça n'aurait pas d'intérêt. Et le deuxième enjeu, c'était de profiter de cette notion pour essayer de dresser des ponts vers les autres domaines militants. Donc on a conçu un dispositif dans lequel on a constitué 4 binômes qui étaient chacun constitués d'un adulte et d'un enfant. Et la particularité de ces binômes, c'est que nous ne recherchions pas des personnes spécialisées sur les droits de l'enfant, mais des personnes qui avaient des sensibilités sur d'autres thématiques. Concrètement, on a eu un binôme sur le militantisme écologique, un binôme sur le handicap, un binôme sur la transidentité et un binôme sur les liens entre le système scolaire et le monde de l'entreprise. Et on a demandé à ces adultes et ces enfants, en notre présence, d'échanger leurs points de vue, leurs expériences, leurs questionnements, leurs désaccords sur, selon eux, comment est-ce qu'on observe une différence de traitement ou une aggravation des sujets dans leurs domaines respectifs quand ça concerne des enfants. Et à partir de ces points de vue extérieurs, on a pu du coup tracer les contours de qu'est-ce que l'infantisme. Et ce sont ces enfants et ces adultes à parité et de manière horizontale qui ont décidé ensemble de qu'est-ce qu'ils voulaient porter collectivement comme propos devant le public et comment est-ce qu'ils voulaient séquencer et organiser cet événement. Ouais, c'était vraiment super. J'espère que vous allez en organiser d'autres et on les partagera évidemment sur le podcast. Je me posais la question pour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors vous savez, on est très écoutés à la fois par les familles mais aussi par les professionnels autour de l'enfance. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez en termes de ressources pour davantage sensibiliser les enfants mais aussi toutes les personnes qui gravitent autour des sujets des droits des enfants? Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour mieux en discuter avec eux? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est les ressources du défenseur des droits, et plus particulièrement de l'adjoint défenseur des droits qui est le défenseur des enfants, qui crée des outils pédagogiques et qui a aussi un groupe de jeunes ambassadeurs pour faire connaître les droits des enfants. Il y a aussi facilement trouvable sur Internet des compagnies théâtre qui font des pièces de sensibilisation aux droits des enfants. Il y a plusieurs livres aussi de sensibilisation. Je pense qu'en réalité, c'est très facile de trouver de nombreuses ressources et qu'il faut simplement avoir l'idée et que souvent on n'a pas l'idée ou alors on va regarder plutôt sur plus des choses thématiques, sur comment éduquer mon enfant, comment lutter contre le harcèlement, comment lui parler de sexualité. Mais cette approche globale par les droits, c'est pas forcément un réflexe qu'on a. Et vraiment, alors là, il n'y a aucune difficulté pour trouver des tonnes de ressources, il suffit de taper les mots-clés sur Internet. Super. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par le COFRAD, quelles sont les manières de vous venir en aide ou de s'impliquer auprès de vous ? C'est très simple, il suffit de faire savoir qu'une structure associative aimerait rejoindre les travaux du COFRAD et il y a un processus d'adhésion très classique de vote en assemblée générale pour acter l'adhésion de cette structure et ensuite tout au long de l'année on propose des travaux, des réflexions et on est aussi ouvert à toutes les propositions de partenariat ou de collaboration pour des personnes qui ne veulent pas nécessairement adhérer au COFRAD, mais qui veulent travailler en synergie sur des projets. Super.
On arrive déjà à la fin de cet épisode. Est-ce que vous pensez à quelque chose que vous n'auriez pas dit sur le COFRAD ou sur le droit des enfants que vous aimeriez ajouter ? Moi, ce qui m'a marqué ces derniers temps, c'est que pour l'organisation de cette marche du 27 avril, on cherche des personnalités fortes et représentatives, pas que adultes, mais aussi enfants. Et à chaque fois qu'on demande à des personnes, quel enfant symbolique vraiment pourrait porter une parole forte, on pense souvent à Greta Thunberg, et on se dit, mais mince, il doit y en avoir des milliers de Greta Thunberg en France, mais on ne les connaît pas, et elles existent, et on sait que par différents réseaux associatifs, on en connaît des jeunes qui font plein de choses, qui s'engagent. Quand est-ce que les médias vont les montrer ? Parce que c'est une ressource extrêmement riche, et je suis sûr qu'ils ne demandent que à faire connaître leur travail et leurs idées. Et malheureusement, nous-mêmes, on s'aperçoit qu'on a du mal à les voir parce qu'on n'a pas les structures et les médias qui s'intéressent à ces enfants. Donc j'invite tout le monde à essayer de chercher le ou la Greta Thunberg autour de soi. Je suis sûr qu'on peut tous en trouver. J'en suis persuadée. Alors, j'ai une dernière question pour vous. C'est la question rituelle. Comme vous le savez, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Je leur souhaite d'avoir une planète vivable, pour commencer. Et surtout, ce que je leur souhaite, c'est que d'ici 1 ou 2 générations, le statut d'enfant soit enviable et que d'ici 1 ou 2 générations, on n'ait pas des enfants qui attendent avec impatience à enfin devenir adultes pour pouvoir avoir leur place. J'espère que ça sera un motif de fierté que d'être enfant et de dire non, je ne suis pas encore adulte, mais je suis enfant, je suis fier de l'être. Super, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup Arthur pour ce moment. Merci Stéphanie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les adultes de demain.